Alright, what's up tout le monde? Ici Sam de Mike, bienvenue au Why So Oblivious podcast. Écoutez, aujourd'hui on a un podcast assez sérieux. Aujourd'hui j'ai deux invités spéciaux. Je les ai invités eux spécialement parce que je trouve que c'est des intellects. C'est des gars que je connais depuis très longtemps et puis j'aime ça partager avec eux. Donc je pense qu'aujourd'hui on va avoir un très bon débat sur tout ce qui concerne les enjeux de la communauté noire. Parce que je trouve que c'est un sujet qu'il faut vraiment éclaircir. Il faut que les gens vraiment approfondissent leurs connaissances et puis tout ça pour amener un éveil de conscience. Fait que je vais les laisser se présenter. Tout d'abord, j'ai l'honorable Rudy dans la salle et puis j'ai Hugens. Donc, je vais vous laisser vous présenter premièrement. Écoutez, juste vous laisser savoir aux gens qu'est-ce que vous faites. Et puis, en gros, c'est ça. Juste vous présenter qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Ok, je vais commencer. Donc, moi, je m'appelle Hugens. Mm-hmm. Puis, j'ai 24 ans. Moi, je suis musicien. Donc, je joue du piano. Puis, donc, normalement, j'étudie en piano jazz. J'ai pris l'année off de l'école. Puis, je travaille sur ma musique. Mm-hmm. Donc, sinon, c'est ça. Donc, comme tu viens de dire, on a l'habitude de communiquer ensemble puis de parler de divers sujets sur les sujets qui nous préoccupent, genre, comme la communauté noire, comme qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre communauté. Mm-hmm. Puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. All right. Thanks for having me there. Moi, je me présente, c'est Rudy, comme tu l'as dit. 24 ans aussi. Dans la vie, je suis là, je travaille temps plein. J'étudie aussi à HEC en ce moment. Okay. Donc, j'ai presque terminé mon bac. Et en général, dans la vie, je suis juste un amoureux de la culture noire en général, originaire du Congo, ça change pas. Mais oui, il faut. Toujours aussi... ça m'active un peu tout ce qui se passe présentement, que ce soit ici au Québec ou à travers le monde, les communautés noires, la réalité dans laquelle on vit. Donc, c'est avec plaisir que j'ai accepté ton invitation ici, puis j'ai hâte qu'on puisse élaborer sur le sujet. Ben oui, c'est moi qui ai l'honneur de vous inviter parce que je me suis dit, ben non, ces gars-là, c'est des gars qui sont woke. Fait que, écoutez, guys, on va pas aller à gauche, à droite parce que je sais, vous savez vous-même qu'est-ce qui se passe. Puis, en commençant comme ça, moi, je voulais savoir, dans le fond, vous, là, personnellement, est-ce que, premièrement, vous vous considérez pro-black? Donc, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas peut-être la définition en tant que telle, c'est vraiment genre, tu sais, cet esprit de nationalisme dans la communauté, juste vraiment d'avoir cette envie d'investir, que ce soit financièrement et tout, donc vraiment mettre la communauté noire de l'avant. Est-ce que vous vous considérez pro-black? Moi, personnellement, je dirais que oui. OK. 100% all the way. C'est important aussi que tu aies pris la peine un peu de définir c'est quoi pro-black, parce que je pense que parfois, il y a certaines personnes qui ne saisissent pas ça. Ils vont penser que nécessairement parce que tu es pro-black, ça veut dire que tu es contre les autres. Ouais. Tu vois, l'amour des siens, ça ne veut pas dire la haine des autres. Exactement. Ça n'a rien à voir avec. Tu vois, ça veut juste dire que tu es capable d'aimer les tiens, puis de juste vouloir bâtir quelque chose de mieux pour eux que ce qu'ils ont en ce moment. Et je pense que c'est une nécessité. Je pense que chaque personne noire déjà devrait être pro-black, perso. Toi, Guns? Ouais, moi, je suis d'accord avec ce que Rudy dit, mais premièrement, t'avais dit qu'on est des gars woke. Moi, j'aime pas trop le terme woke. OK. Premièrement, moi, je trouve pas que je pense pas que je suis plus woke que quelqu'un d'autre. C'est juste que j'ai des sujets qui m'intéressent plus, puis je vais aller vers les sujets que je trouve qui sont plus vers mes orientations, tu vois. Yeah. Sinon, est-ce que je me considère en tant que pro-black? Moi, je pense que je suis juste je suis un pro-vie en général. Okay. Moi, je pense pas que les Blancs, ils vont dire je suis pro-blanc. Moi, j'aime... Puis je pense qu'on va aborder le sujet tantôt, là. Ouais, c'est sûr. Black Lives Matter. Moi, je suis contre ce mouvement-là. Je suis contre carrément ce mouvement-là. Il a même pas entendu que j'ai posé la question. Bam, directement. On va directement là, parce que moi, je pense que c'est lié. C'est intimement lié. Moi, j'aime pas le terme pro-black. J'aime juste parler de terme pro-black. Tu vas jamais entendre un blanc dire je suis pro-blanc. Ouais. Okay, mais attends, est-ce que je peux lui demander tout de suite ou tu vas attendre? Pourquoi t'es contre? Pourquoi attendre que tu poses la question? Non, vas-y, bro. Ok, pourquoi je suis contre le Black Lives Matter ou contre le terme pro-black? Ouais, Please le terme explain. pro-black, j'ai pu comprendre comme pro-black, qu'est-ce que t'aimes pas ou à quoi tu l'associes, ça je peux comprendre, et puis je pense que ton point se tient à 100%. Mais toi, au niveau de Black Lives Matter, ça m'intéresse d'entendre ce que tu as à dire. On va tous savoir, là. Black Lives Matter, moi je pense que c'est un mouvement qui est plus commercial. C'est comme l'Halloween, c'est comme Noël. On a dérivé du point central de la chose. Moi, je pense qu'en tant que noir, on ne devrait pas dire Black Lives Matter.
Je pense qu'on devrait laisser ça aux Blancs. Tu vois ce que je veux dire? Comme si les Blancs, ils voudraient être alliés avec nous, ça serait une belle occasion pour eux de sortir dans les rues, d'aller manifester, puis de dire « Yeah, Black Lives Matter », mais par respect pour Martin Luther King, par respect pour les gars qui nous ont précédés, qui défendaient la cause depuis toujours. Moi, je pense que Black Lives Matter, c'est juste un trend. C'est juste un trend. C'est juste cool aujourd'hui. Puis moi, je m'identifie pas là-dedans. Je m'identifie pas là-dedans du tout. Je sais pas ce que tu en penses, Rudy. Perso, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, le Black Lives Matter, je te dirais où je te rejoins, c'est que personnellement, le slogan m'a jamais parlé like that. Dans le sens où c'est quand même fou quand tu vois qu'on passe de Black Power à Black Lives Matter. Genre, tu comprends? On passe de s'affirmer de ce qu'on est puis de ce qu'on vaut à juste dire s'il vous plaît, reconnaissez-nous. Exact, Tu vois? Moi, je pense que c'est ce côté-là peut-être qui me dérange un peu plus. Sinon, je pense que faut quand même remettre à César ce qui appartient à César. C'est vrai que peut-être que ça a un peu dévié du projet initial et tout, mais quand tu regardes, il y a quand même certaines choses qui ont été accomplies grâce à ce hashtag. Je pense que ça a commencé même depuis 2000, je sais pas c'est quelle année, Trayvon Martin. Ouais, c'était aux alentours de comme 2013, si je me rappelle bien, là, 2013. Ok, c'est là que en fait, le hashtag a été lancé, puis tu vois, je pense que c'était 3 femmes noires qui ont débuté cette association et tout. Exact. On va pas se mentir, ils ont quand même été en mesure d'accomplir comme des choses qu'il faut saluer, qu'il faut reconnaître. Mais je suis d'accord sur ton point que comme ça a dévié et tout un peu, puis c'est très commercialisé. Puis en fait, je pense que plus quelque chose est présent dans notre réalité, sans la changer, plus on s'y habitue. Tu vois? Dans le sens où les gens se disent « Oh, Black Lives Matter, c'est juste un hashtag que même quand il y a eu, je pense, l'été passé, en plein milieu de la pandémie, avec l'épisode George Floyd et tout, par son âme, tu voyais sur les réseaux beaucoup de personnes qui sont peut-être pas si engagées que ça, mais le Blackout Tuesday ou des trucs comme ça, juste mettre sur les réseaux pour les apparences, tu vois. Exactement. So, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que par contre, on devrait pas juste... on ne devrait pas juste se limiter à ça. On devrait s'imposer. Et puis, je pense que le respect, ça s'impose de plusieurs manières, mais ce n'est pas en demandant. Exactement. Ça, c'est sûr. Mais c'est ça, justement, je voulais vous appuyer là-dessus parce que vous avez vraiment soulevé des bons points. Parce que c'est comme tu as dit, c'est tellement commercialisé, c'est un trend. Écoute, comme moi, personnellement, bien sûr, je respecte l'initiative. Comme tu as dit, Rudy, l'initiative est super bonne, mais c'est vraiment comment ça a tourné. Tu vois, les gens sont plus portés à aller acheter des chandails Black Lives Matter pour prouver que, OK, moi, je supporte la cause. Puis moi, je voulais savoir, tu vois, moi, j'ai rien contre, tu vois, les personnes non noires qui supportent, mais vous, tu vois, parce que moi, j'ai assisté à la manifestation et tout qu'il y a eu, puis j'ai vu beaucoup de gens, tu vois, de diverses cultures et tout. Fait que vous, quand vous voyez justement ça, des personnes non noires et tout, pas que c'est un problème, mais vous, ça vous fait quoi justement de voir ça? Parce que moi, personnellement, quand je vois des personnes, tu vois, on va dire blanches ou bien, tu vois, latino ou tout, tu sais, ça me fait chaud au cœur quand même de voir ça. Mais surtout, personnellement, pour les personnes blanches, vu qu'on va pas se le cacher, il y a quand même on vit dans un monde où il y a un white privilege. Fait que moi, je me dis que la meilleure façon de supporter cette cause-là, ça serait qu'ils utilisent leur privilège pour faire en sorte qu'il y ait un changement systématique. Parce que, tu sais, on peut marcher pendant 1 heure avec eux. Tu sais, ils peuvent montrer qu'ils nous supportent. Ça, c'est good. Shout out to them, qui ont marché avec nous. But si, at the end of the day, il n'y a pas rien que vous faisiez pour comme changer ça, tu sais, avec votre privilège, moi, je me dis que comme ça vaut pas vraiment la peine. Mais justement, par rapport à ça, comme vous dites, tantôt, il disait que l'initiative est bonne. Moi, je peux essayer de faire un parallèle avec ça, comme en Haïti. Tu vas voir, ils vont envoyer de l'argent aux gens à la place d'envoyer de faire des infrastructures qui vont durables, qui vont durer. Tu vois ce que je veux dire? Comme, vu de l'extérieur comme ça, quelqu'un qui n'a pas comme l'œil, vraiment, genre, si tu mets ça dans les médias, tu vas dire, OK, ouais, l'initiative était belle, tu vois? Comme, par exemple, envoyer des fonds à Croix-Rouge, puis qui font tout un cinéma avec ça, puis qui montrent que, ouais, on va en Haïti, on va en Afrique, on va aider les gens, mais concrètement, il n'y a rien qui a été fait. Tu fais juste leur donner de la nourriture, tu feed, mais tu vas exploiter la ressource. Puis tu prends de la ressource pour venir leur donner des miettes après. Tu vois? Fait que moi, je pense que il y a un lien direct à faire entre ça et Black Lives Matter. Comme, ouais, l'initiative est bonne, mais pourquoi, comme dans le temps, Martin Luther, on remonte à longtemps, là, mais pourquoi dans le temps de ces gars-là, pourquoi ces mouvements-là sont pas autant exposés que Black Lives Matter? Pourquoi
quand Black Lives Matter est sorti que, OK, mais maintenant, c'est comme c'est live que ça se passe. Puis combien de meurtres ont été faits, justement, dans les communautés noires, justement, des policiers envers, justement, les communautés qui sont raciales. Les communautés noires, justement, combien de meurtres ont été faits. C'est ça. Qui, genre, que ces meurtres-là n'ont pas été recensés, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça aussi, parce que, tu vois, c'est comme tu as dit, parce que moi, vraiment, c'est... Mais je voulais savoir aussi en même temps, rapidement, vous, là, est-ce que vous vous considérez également comme des Québécois, on va dire? Pourquoi Rudy arrive directement? Oh! Ça, on avait... Parce que je sais qu'à un moment donné, on s'en était parlé et tout, mais... C'est une belle discussion avant. Oh, ouais. Moi, je pense que, définitivement... Puis là, on n'est pas en train de bâcher les Québécois ou quoi. J'ai pas envie que Legault regarde ça et qu'il nous déporte, là. On veut juste s'assurer que tout soit clair, là. Oui, il faut juste dire la vérité pour ce qu'elle est. At the end of the day, je pense que n'importe qui, soit qui est né au Québec ou qui a la citoyenneté canadienne qui vit au Québec, qui a grandi peut-être à Montréal ou ailleurs dans la province, a le droit de se dire québécois. Ça, c'est définitif. Pour moi, ça, c'est... Personne ne peut te l'enlever. Les gens ont beau te dire retourne dans ton pays. Quand tu veux, à la fin de la journée, c'est à quoi toi tu t'identifies. Est-ce que tu veux? Ça, c'est sur papier. Ça, c'est sur papier. C'est comme ça que la nationalité canadienne, en général, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Maintenant, si tu parles vraiment d'identité québécoise, là, c'est une chose complètement différente. Parce que pour se sentir québécois, il faut que tu sois inclus. Tu vois? Puis je pense que c'est parfois le cas, c'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des tentatives qui sont faites de la mauvaise manière. Je pense que c'est définitif. Parfois, c'est plus dur. Je pense que ça change beaucoup avec la réalité dans laquelle on vit en ce moment. On commence à avoir de plus en plus d'opportunités. On vit dans un monde où, avec l'ère du numérique, tu peux créer tes opportunités toute seule. Mais pendant plusieurs années, là, je vais peut-être me focuser un peu plus sur la communauté noire, mais c'est la même chose pour toutes les minorités. On n'a pas voulu nous accorder, en fait, de plateforme, que ce soit pour s'exprimer. On n'a jamais voulu vraiment nous inclure de la manière dont on se voyait dans ce qu'est le Grand Québec, que tu parles dans le monde des médias ou ailleurs. Tu sais, oui, il y a des tendances en ce moment, ça change, mais je pense pas que c'est comme ça devrait l'être. Et c'est ça le problème, en fait, pourquoi beaucoup peuvent pas se dire qu'ils se sentent québécois, parce que quand on essaie de venir et puis de participer, on veut pas nous inclure, on veut pas nous donner le droit de parole, on veut pas nous représenter. Quand on se dit, OK, vous voulez pas nous donner cette opportunité, on se met en retrait, on se met entre nous, on essaie de bâtir, ben là maintenant ils disent, OK, mais pourquoi vous voulez causer la division, pourquoi vous êtes exclusif, pourquoi vous voulez pas vous intégrer, tu vois. Donc je pense que, en réalité, je pense que moi, perso, si je devais répondre à ta question, je dirais que non. Pour moi, dans mon cœur, je suis né au Congo, mais je pense pas que ça a à voir. Je pense que c'est juste la culture que j'ai senti qui m'a accueilli plus chaleureusement depuis que je suis né. Je me considère Congolais avant tout, Montréalais ensuite, Canadien après. Tu vois, pour moi, Montréal, je pense que c'est vraiment une ville qui est merveilleuse, qui a sa propre identité. Une ville où tu vois vraiment l'inclusion comme... En fait, je pense que Montréal, c'est le potentiel du Québec, tu vois. C'est ça qui est fou. Quand tu acceptes les gens pour qui ils sont, puis tu les laisses partager leur culture avec toi, on en ressort tous grandis, tu vois, avec la collaboration. Ça, c'est true, ouais. Toi, Higgins, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi, je suis d'accord avec ce que Rudy vient de dire. Est-ce que je me sens québécois? Premièrement, je me sens montréalais. Je m'identifie plus dans la culture montréalaise. La culture québécoise, comme... Moi, quand j'entends québécois, moi, je pense à Lac-Saint-Jean, à Saguenay, tous ces coins-là. Comme toutes les régions, tu vois. Moi, c'est à ça que je pense, tu vois. Mais Montréal, c'est vraiment différent. C'est comme un Montréalais qui va au Lac-Saint-Jean, par exemple, ça veut dire pour quelqu'un qui vient du Lac-Saint-Jean de comprendre justement notre slang à nous, tu vois ce que je veux dire? Fait que je pense que dans ce sens-là, comme Rudy vient de dire, je m'identifie pas vraiment dans la culture québécoise. Mais si on parle de Montréal, vraiment, je me considère plus comme un Montréalais que québécois. Puis vous, ça fait combien de temps, Rudy, que t'es à Montréal, en fait? Moi, je suis à Montréal depuis que je suis venu au Canada. Donc ça doit faire 20 ans à peu près. 20 ans, 19 ans. Toujours vécu à Montréal. Partout où je suis à Montréal, honnêtement, je me sens chez moi. Que ce soit dans l'Est, dans l'Ouest, Montréal-Nord, Saint-Léonard, Outremont, La Salle, peu importe. Côte-des-Neiges, tu retrouves vraiment, en fait, la culture montréalaise, peu importe où tu es. Mais en même temps, je me dis comme... Est-ce que nécessairement être québécois, c'est vraiment
avoir l'accent québécois. Je pense pas. Non, ça c'est clair que, bon, à mon avis, à moi, c'est clair que ça, c'est plus vaste, mais tu vois, c'est juste que, en fait, je posais la question parce que, tu vois, la réalité reflète pas vraiment, tu vois, ce que québécois vraiment veut dire, tu vois. Donc, il y a toutes sortes d'inégalités que l'on vit en tant que minorité, enfin, on s'entend. Enfin, c'est justement pourquoi j'avais posé la question, parce que c'est pas la même perception que tout le monde a, tu vois, d'être québécois. Donc, pour certains, ils vont s'identifier à ça, ils se disent vraiment, OK, moi, je suis québécois et tout. Mais Et toi? moi, personnellement, je suis comme un peu entre les deux, tu vois. Parce que j'ai envie vraiment de me dire que je suis québécois. Mais quand, tu vois, c'est sûr que quand, tu sais, j'ouvre ma télé et tout, puis je vois toutes les... Comme récemment, il y a à la STM, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? Pour 3,50 $, le gars, il s'est fait saccager plutôt. C'est grave, ça. Tu vois, quand t'es témoin de choses comme ça... Tu sais, moi, j'aime le Québec, personnellement. Mais c'est sûr qu'il y a quand même ce petit côté-là qui frappe un peu, là, quand tu vois toutes ces inégalités-là. C'est pourquoi, tu vois, je me dis que c'est une question peut-être qui est personnelle. Ça dépend vraiment des gens. Puis aussi, un truc, moi, je pense que avec l'arrivée comme du rap qui est un peu plus comme qui est mainstream et tout, surtout le rap québécois et tout, et que les gens en région, ils vont écouter du Easy S, par exemple, ou des trucs comme ça. Moi, je pense que, comme, justement, les gens en région, ils vont plus s'ouvrir, justement, aux cultures, parce que... Les gens, ouais, mais est-ce qu'ils vont être représentés après ça? Tu vois? Parce que ça, c'est ça aussi, je pense, c'est un gros problème à travers le monde. Tu sais que le rap, en fait, c'est le genre le plus écouté au monde. Mais les Noirs en restent la race, entre guillemets, parce qu'honnêtement, il y a une seule race, la race humaine. On reste la race la moins respectée. Exact. Tu vois? So, je pense que c'est vraiment une question de représentation. Regarde, l'exemple le plus flagrant que tu peux voir, c'est pas du rap, mais yo, guys. Comment t'es un producteur, tu gagnes un Grammy. Donc, tu gagnes un Grammy. Un Grammy, la plus haute représentation que tu peux avoir dans le milieu de la musique. Il n'y a aucun coverage qui est fait sur toi dans ta ville natale. C'est pas fou, ça? Non, ça, c'est fou. Parce qu'il y avait le gars là, qui avait gagné le producteur canadien. Mais ils n'ont pas parlé sur lui? Ils ont pas fait un article sur lui sur... Ouais, mais c'est un coverage minime. Mais c'est ça aussi, c'est ça. Pour des artistes américains, il y a des coverages encore plus gros qui sont ici. Genre, moi, je pense que c'est là qu'on voit le problème. En fait, c'est ce qui s'identifie pas nécessairement aux Québécois. Genre, en fait, ce qui n'est pas québécois en tant que tel, peu importe la définition que vous voulez y attribuer, on dirait c'est plus difficile de le voir représenté dans les médias. You know? Ça, je pense que c'est vraiment un gros problème. On dirait si tu ne fites pas dans le moule, mais tu n'as juste pas ta place. Exact. Parfois, s'il y a beaucoup d'immigrants que c'est comme ça qu'ils se sentent, ça peut causer la division et tout. Moi, je pense que la communication, surtout, c'est la clé. Là. Mais je pense que aussi, comme les choses sont en train de changer, là, c'est sûr que les choses ne sont pas comme elles étaient dans les années 50, 60. Tu vois ce que je veux dire? Fait que, justement, comme... Moi, je pense que même au Québec, là, un blanc au Saguenay, je pense que les chances sont très minimes qu'il ait déjà vu un noir de sa vie, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça, c'est comme, tu débarques là, c'est comme, oh, ouais, tabarnouche, toi. Ouais, c'est fou ça. Puis c'est vraiment, moi je me rappelle un truc, excuse-moi de t'interrompre, un truc que j'ai un ami qui m'avait raconté il y a plusieurs années. C'est ça en ce moment, c'est même avant Subban, là. C'est les Canadiens, tu vois. Il me parlait, puis il me disait, ouais, lui c'est un joueur de hockey, puis il est noir, you know. Il était dans un tournoi en région. Vraiment un endroit éloigné, mais parce qu'il m'a dit qu'il y a des bons tournois qui se font dans ces régions-là, puis son équipe était quand même assez forte. Il était un joueur important de l'équipe, puis ils étaient juste en train de marcher, you know. Quand ils marchent dans l'aréna ou dans le gym, whatever, ils n'étaient pas en patin, pas en stock, rien, tu comprends? Puis je pense qu'il y avait 2 enfants qui les regardaient, il m'a dit. Là, un enfant, il dit « Oh, regarde, c'est une équipe de hockey. » L'autre enfant l'a dit « Non, c'est pas une équipe de hockey, il y a un noir. » Oh, wow. Chiche. Comme ça. Lui, il a fait « C'est une hit, tu vois, mais c'est un enfant. » Ouais, mais c'est un enfant. Mais là, c'est ça que tu dois réfléchir, c'est où que cet enfant a eu cette mentalité-là. You know? Exactement. Mais c'est ça, fait que je pense que les choses sont en train de changer tranquillement. Puis comme, tu peux pas prendre les choses par la force, tu vois ce que je veux dire? Ça va se faire tranquillement, puis au fur et à mesure, ça va changer. Tu vois, fait que... Puis dans le fond, pour revenir un peu avec, comme on parlait du Black Lives Matter, tu vois, le problème que j'ai avec la communauté noire, c'est qu'on a trop un esprit de victimisation, mais comme extrême. Puis là, tu vois, écoute, je sais pas s'ils l'ont toujours enlevé, mais écoute, les affaires de peinturer la rue Sainte-Catherine avec le Black Lives Matter sur le... Tu sais, c'est comme...
c'est vraiment juste trop extrême. À un certain moment, c'est comme, guys, il faut juste sortir de cet esprit de victimisation-là, puis s'assurer juste d'être unis, puis d'amener vraiment des mesures, OK, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça, puis, tu sais, d'aller de l'avant. Parce que si on doit toujours, tu sais, se dire, ah non, OK, raciste, quel sens, comme est-ce que tu penses que pour ce genre d'événement ou de ce genre de trucs qui arrivent, on devrait juste comme... T'sais, on a déjà parlé du Black Lives Matter, on va dire, mais on devrait juste comme ignorer ce genre d'initiative-là? Dans le fond... Faire comme si rien n'est arrivé, genre? Non, c'est sûr qu'il faut en parler, mais moi, mon problème, il est, tu sais, parce que je vois des gars aussi, tu vois, ils vont toujours abuser de cette victimisation-là. Tu vois, on va dire, tu fais de la vitesse. Moi, j'en vois plein, là. Les gars, ils vont faire de la vitesse. OK, la limite de 50, ils vont rouler à genre 70, là. Ils vont se faire pull over. Puis là, il va commencer à prendre son snap déjà. Oh, yo, les gars vont arrêter. Yo, j'ai vu des gars comme ça. Dans mon Facebook, je te promets, à chaque 2 semaines, il y en a un. Je vais pas citer des noms, là, mais comme j'en ai plein, là, comme ils sont là, tu vois, le live, la notification, comme tu sais déjà à quoi t'attendre. Comme il y en a, j'ai bloqué carrément, là. Les gars sont là, ils prennent déjà leur phone, comme, oh, check ça, comment les gars me pull over, nanana. Puis tu vois, le policier qui est comme, OK, non, mais bro, c'est comme, tu sais, je t'ai arrêté parce que tu roulais à 75, là. Comme, tu sais, c'est juste des affaires comme ça qui font en sorte que ça engendre encore une autre image de, oh, checker comment ils, tu sais, ils voient le racisme partout et tout. Puis des fois, c'est pas nécessairement ça et tout. Fait qu'il y a quand même cet aspect-là qu'il faut quand même prendre en considération. Ouais, mais tu vois, ces gars-là, comme quand ils font ça, moi, je peux pas trop les blâmer. Moi, par exemple, quand j'étais en secondaire 3, j'avais 15 ans. Donc ça, c'est une histoire que je raconte tout le temps. Comme je sortais d'un examen de ministère, tu vois. Je suis sur le territoire de l'école, on sort du McDo. Après l'examen, on arrive sur le territoire de l'école. Là, tu vois, il y a 2 voitures de police qui tournent, ils font un drift, ils sortent. En même temps, les 2 pointent leurs armes, ils disent, si vous réagissez, si vous bougez, on va réagir. Tu vois ce que je veux dire? Puis moi, depuis cet événement-là, on n'avait rien fait. Puis après ça... ils n'ont pas donné d'explication. Ouais, mais long story short, après, ils ont dit que c'est pour vol à l'étalage. Puis après ça, ils nous ont juste dit, on s'excuse, on s'est trompé avec comme 3 personnes. Puis la raison, c'est juste parce qu'on était 2 Noirs puis un Arabe. Tu vois ce que je veux dire? C'était juste pour ça. Puis le truc, c'est que, aussi, j'ai oublié de mentionner ça, si j'avais pas dit qu'on était allé au McDonald's puis d'aller vérifier les caméras et tout, ça aurait peut-être pris plus longtemps le processus, tu vois ce que je veux dire? Fait que, tu vois, après ces événements-là, c'est comme des traumatismes. Comme quand tu vas te faire pull-over, dès que tu vas entendre une sirène, tu vas tout de suite te dire, ouais, c'est à cause de ça, c'est parce que je suis noir. Tu vois ce que je veux dire? Fait que je peux pas trop blâmer, ces gens-là. C'est sûr, il y a un truc de traumatisme, mais je pense qu'à un moment donné, il faut avoir de la lucidité. Si tu enfreins la loi elle est là pour tout le monde. Comme là, at the end of the day, c'est sûr que je pense que tu peux pas te cacher derrière ça, et je pense même que ça enlève de l'impact au vrai problème. Tu vois, toujours de sortir la carte de la race et tout, on perd en crédibilité. On perd en crédibilité, ça c'est grave. Comme tu sais, des événements comme tu m'as raconté, il y a des trucs fous comme ça, on dirait. Chaque personne noire que je connais a au moins 3 histoires comme ça. You know? Comme moi, ça m'est arrivé d'aller dans un restaurant, puis on a refusé de me servir. Parce que j'étais noir, des trucs fous comme ça. Puis sur le coup, t'es comme, tu réalises même pas. Mais je pense qu'il faut savoir quand c'est réellement un cas de racisme, comme tu as dit, puis quand c'est juste, c'est pas le cas. Faut pas faire d'amalgame, you know? Faut pas que tu te victimises quand c'est pas le cas. Fais juste assumer, t'es un adulte, tu prends une décision, t'as merdé, assume les conséquences, you know. Non, mais ça, c'est fou. Parce que moi-même, j'ai une anecdote. Quand j'avais peut-être 6-7 ans, écoute, je me suis fait prendre dans un parc par une clique de comme peut-être 5 Québécois. Ils sont arrivés, ils ont pull-up sur moi, il y avait comme un gros lampadaire. Ils m'ont pris les mains comme ça, ils m'ont attaché au lampadaire et tout. Écoute, j'étais en train de gueuler. Le gars arrive, il y a un gars qui sort de nulle part. Je pense que c'était le leader. Il arrive avec un gros bucket chicken wing là, de PFK. Là, il commence à me jeter ça comme je suis comme, oh, Seigneur. Là, je te jure, j'ai paniqué cette journée-là. C'est où ça? Mais je sais pas si je dois être frustré parce que j'aime le poulet. Fait que je sais pas si je dois être frustré par rapport à ça. C'est arrivé où ça? Oh man, c'est arrivé dans un parc là, pas loin de chez moi et tout. Pointeau, ça? Pointeau. Ouais, Pointeau. Je pense, ouais, c'était dans le Pointeau parce que je suis arrivé à Pointeau, j'avais comme 6 ans et quelques. Fait que je sais pas si je dois être fâché parce que j'aime le poulet, comme je l'ai dit. Faut être fâché. Puis depuis ce temps-là, écoute, moi le poulet, c'est la meilleure chose qui est. En tout cas, bref. Mais sinon, les gars, il y a aussi un autre point que je voulais soulever. Quand tu vois la politique, par exemple, parce que moi, je trouve que les Noirs aussi, le problème qu'on a, c'est qu'on est les candidats potentiels pour ce qui est de se faire vendre du rêve. OK? Fait un politicien, n'importe quel politicien peut arriver de nulle part, puis il va commencer à citer des problèmes dans la communauté et tout. Et puis là, tout le monde
toute la communauté noire commence à faire comme « Oh, OK, lui, il a parlé du racisme. OK, je vais voter pour lui et tout. » Je vais prendre un exemple. Si je vous dis Obama, qu'est-ce que vous me dites? Est-ce que pour vous, c'était peut-être... là, je suis pas en train de bâcher Obama, mais I'm just saying. Comme si je vous dis qu'Obama a été, on va dire, un bon président en tant que tel, qu'est-ce que vous me répondriez, genre? Il était un bon président pour les Américains, en général. Bon, politique américaine, c'est sûr, c'est pas mon domaine, mais sur moi, qu'est-ce que je connais, ce que j'ai pu lire en général, il a fait peut-être quelques changements au niveau de la santé, tu vois, avec son Obamacare, tous leurs concepts, leur structure de food stamps, et puis tout ça, tu sais, quelques petites assurances et coverage pour les populations dans le besoin. Puis aux États-Unis, on va pas se mentir, à la fin de la journée, la majorité de la population dans le besoin, c'est population noire, hispanique, etc. Donc, sur ce point-là, ouais, c'est sûr, il a aidé, mais si tu regardes la situation en ce moment, on a parlé tout à l'heure de Trayvon Martin, 2012, 2020, George Floyd, qu'est-ce qui a changé? Exactement. Parce que ça, je disais Obama, dans le fond, parce que je voulais dire que, tu vois, on a tellement été brainwashed dans le sens que on s'est dit, OK, man, c'est fini, on a un président black. Fait que dans le fond, tous nos problèmes sont effacés et tout. Exactement. Fait que là, ce que ça a fait, c'est que les gens ont oublié que, écoute, moi personnellement, ce que je peux dire d'Obama, c'est que j'admire son parcours. Tu vois, un black qui est arrivé, qui a fait sa vie, tu sais, il est allé à Harvard, devenu premier président black. Tu sais, pour moi, ça, c'est vraiment un exploit, là. J'ai pu vivre pour voir ça. Mais quand je regarde tout ce qu'il y a eu, tu regardes la communauté noire aux États-Unis, il n'y a pas grand-chose qui... On veut tout mettre sur un individu. Non, c'est sûr. C'est ça le problème. C'est sûr. Comme... Ça sert à rien d'avoir des hommes forts, il faut des institutions fortes. Exactement. Il faut que ce soit la personne... Au lieu d'être assis dans son fauteuil américain moyen, de se dire qu'est-ce que Obama a fait pour moi, c'est qu'est-ce que tu as fait pour ta communauté. Qu'est-ce que tu as fait, exactement. Qu'est-ce que tu as fait sur les 10 familles qui vivent sur ton bloc, qui ont la difficulté à avoir comme chaque lendemain, à sûr qu'il y aura un plat sur la table. Je pense que c'est un des plus gros problèmes. On aime trop dépendre au leadership. Regarde, je sais pas si vous avez entendu parler d'une femme qui s'appelle Angela Stanton, une affaire comme ça. Non, je pense quelque chose. C'est une femme que Trump a pardonné, tu vois, quand Trump a... Ah ouais, je vois c'est qui, je vois ça. Ouais, puis elle disait que, genre, justement, son point de vue, c'était que Obama, il avait rien fait pour les Noirs. Quand Trump est arrivé, tu vois, les taux de chômage ont descendu. Comme concrètement, Trump a fait plus que pour les Noirs. Fait que moi, je pense que, justement, la politique joue quelque chose de gros à travers ces affaires-là. On peut dire, ouais, c'est vrai, c'est... Comme ça, des gars comme nous, comme par exemple, on va être là, puis on a le désir de voir, de changer les choses, mais c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Comme une famille, par exemple, qui a grandi dans la pauvreté, puis qui est le produit du système, c'est genre... Elle dépend carrément du genre de la politique, tu vois ce que je veux dire? Fait que si la politique est pas favorable... Ouais, mais je veux dire, si la politique est pas favorable pour ces gens-là, c'est sûr que ça aide pas. Ok, favorable dans le sens où comme ça leur donne pas des opportunités. Exactement, ça donne pas des chances de vie, comme les conditions de vie sont... C'est vrai qu'aux États-Unis, je pense que la situation est un peu plus touchy. C'est pas pour nier qu'il y a des problèmes au Québec, mais si on se concentrait, peut-être on parlait un peu plus de ici. Au Québec, moi, je pense qu'on a cette possibilité. Tu vois. Moi, la manière dont je vois les choses, perso, c'est chacun, en fait, décide qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie. Tout à l'heure, on a parlé de est-ce que tu te sens québécois, tout ça. Moi, ma réponse, c'était non. Donc, j'ai pas vraiment d'attachement plus que ça à la province du Québec. C'est sûr que Canada, je trouve que c'est un pays qui représente beaucoup plus mes valeurs, qui je suis. Mais à la fin de la journée, moi, toutes les compétences que j'ai acquises ici, je veux bâtir avec. Tu vois, je les utilise à bon escient. Et c'est où que je peux mieux appliquer toutes mes compétences, toutes mes qualités? C'est au Congo. Sur moi, perso, c'est là que je me vois. Puis je pense que comme tu peux être... Mais deux choix. Je veux pas te couper, mais regarde, tu peux avoir toutes les bonnes volontés du monde, mais si les politiques sont pas favorables, justement, comme par exemple en Haïti, par exemple, tu vas voir, je pense qu'il y avait un entrepreneur, un ingénieur, un truc comme ça, il est parti en Haïti, comme il avait des projets et tout, comme il avait la bonne volonté et tout. Puis le gars, je pense qu'il s'est fait assassiner comme quelques semaines après avoir été en Haïti, tu vois. Ça, c'est à cause des politiques. C'est vrai, si ton président, il fait pas bien les choses, tu vois, même si tu as les meilleures volontés du monde, ça va pas marcher. Tu vois. Mais ça, faudrait qu'on rentre dans la politique. Ce que je trouve dur à jauger, c'est que je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. C'est pour ça que, tu sais, déjà, il y a l'argent. C'est sûr. En partant. Soit ces gens-là, dans nos pays, c'est pas comme ici. Soit
c'est carrément l'armée, c'est les gardes du corps du président. Il fait ce qu'il veut. J'ai un ami à qui je parle qui fait du commerce en Haïti, il fait importer certains produits, entre autres du café, etc. et autres. Puis il m'expliquait en fait comment ça fonctionne. Il me dit au port, tes produits peuvent rester là pendant des semaines, des mois. Tu comprends? Ça appartient pas à la ville de Port-au-Prince ou à l'État. Il y a des familles qui gèrent ça. Puis parfois, c'est si tu graisses pas leur poche, ton truc va rester là, pourrir de 3 à 4 semaines, 1 mois, 2 mois. Tu comprends? Ça, c'est un truc que je pense qu'il faut changer en nombre. Et je pense que la diaspora a la capacité de changer ça. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui va embrasser ce challenge-là. Yo, je parlais avec un ami, lui, il est né en Haïti, OK? Puis je lui ai demandé son avis justement sur ça. Puis il me disait, pour vrai, si la diaspora débarquait tous en Haïti, comme ça, justement, pour faire un changement, Haïti serait devenu un nouveau pays. Tu comprends ce que je veux dire? Comme il y a tellement de gens qui sont bien intentionnés, c'est juste que c'est rendu un poison, là. C'est rendu un cancer. C'est rendu comme dans les plus hautes sphères, tu vois, comme les gens sont pourris, là. Les politiciens sont pourris. Carrément. Tu vois ce que je veux dire? Fait qu'un pays comme ça, moi, je sais pas. Puis tu vois, je pense qu'on parlait de ça. Dans exemple, au Congo, là, quand tu es au Congo, partout ailleurs en Afrique, probablement la même chose dans Haïti, ça, je sais pas. Quand tu regardes les personnes les plus riches, là, c'est pas les footballeurs, c'est pas les businessmen, c'est les politiciens. T'as réussi, là, quand t'es... Au Congo, c'est une mentalité de si tu veux make it, si tu veux être rich, il faut que tu ailles en politique. Ils vont en politique pour l'argent à la base. Ils vont pas en politique pour changer les choses. Parfois, les gars n'ont même pas les compétences, même un diplôme, est-ce que même écrire son nom, même est-ce qu'il sait. Alors seulement c'est le cousin d'un tel, c'est l'ami d'un tel, tiens, je te mets sous bras. Mais check, je sais pas si vous connaissez aussi c'est un docteur en théologie, il s'appelle Jean Fizemi. Il est de la communauté haïtienne. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le vaudou et tout ça. Puis justement, lui, il disait que comme les riches, ceux qui sont de la haute classe en Haïti, c'est à eux de faire le changement. C'est l'argent qui va changer. Tu vois ce que je veux dire? C'est eux qui peuvent faire le changement. C'est comme le peuple peut rien faire par rapport à tout ça. Mais tu sais, si nous on va, puis on génère de la richesse, tu vois, dans le sens où, avec toutes les compétences qu'on a acquises, honnêtement, c'est pas tout le monde qui est prêt à endosser ce défi. Parce que peut-être que tu es ingénieur chez Hydro-Québec. Est-ce que tu vas vraiment vouloir laisser tout ce que tu as ici, ta carrière, pour aller, je sais pas, au Congo, travailler sur le barrage d'Inga, où tu n'es même pas sûr que tu vas avoir ton salaire le mois prochain, des trucs comme ça. C'est fou. Donc, c'est un challenge qui est dur, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes, peu importe le pays, noir, que tu es ici, que ce soit Haïti, Jamaïque, Sénégal, whatever, tu es issu de la diaspora, je pense que si une quantité conséquente de personnes, que ce soit quand ils grandissent ici au Canada, aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Belgique, retournaient, on pourrait faire une réelle différence parce qu'on est on a comme le meilleur des deux mondes, un peu, tu vois. Moi, perso, première génération d'immigrants. Comme je suis venu ici en même temps que mes parents. Moi et ma grande sœur, les deux, on est nés au Congo. Donc, les racines sont encore fortes. Tu vois, on a vraiment été élevés, éduqués à la congolaise. En même temps, quand tu sors de la maison, on voit la réalité des autres. Comme on sait ici au Québec, on est capable de comprendre que, OK, mais peut-être que, tu sais, dans notre culture, c'est ça, mais ça, je suis pas trop d'accord. Une chance que dans ma culture, c'est comme ça. On est capable de voir qu'ici au Canada, qu'est-ce qui fait que les choses roulent bien, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien. On est capable de voir le meilleur des deux mondes. Tu vois, je pense qu'avec cette mentalité-là, si on est capable d'aller un peu dans nos pays d'origine, pas avec une attitude hautaine, en pensant qu'on est meilleur, parce que je pense que c'est un autre sujet aussi qui crée beaucoup la discorde, parce que parfois les gens là-bas, ils nous voient comme si on va penser qu'on est meilleur. Exact. Parfois, ils vont pas vouloir ton aide. Ils vont dire, OK, mais toi, tu viens ici, tu vas apprendre quoi? L'orgueil. Tu penses que c'est l'orgueil. Je pense que c'est la manière dont tu reviens. Il faut vraiment juste collaborer. Puis c'est sûr qu'eux, ils ont des trucs à nous apprendre autant que nous. Il ne faut pas penser que parce que tu viens du Canada, tu es meilleur, parce que tu viens... Ça, c'est complètement faux. Dans la vie, tout le monde a des trucs à t'apprendre, chaque personne que tu poses. Mais ça, c'est vrai, puis ce que je trouve triste aussi, c'est voir justement, comme tu as mentionné, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui nient aussi leur culture et tout, vu que, tu sais, il y en a beaucoup, écoute, ils arrivent ici, boum, la culture est oubliée. Écoute, je ne sais pas si vous avez expérimenté ça, sûrement, là, parce que moi, j'ai expérimenté ça beaucoup, les afro-descendants, par exemple, tu vois, il y en a qui ne savent même pas d'où ils viennent. Il y en a carrément, ils vont te dire, écoute, moi, je ne suis pas africain, puis that's it. Puis t'insistes là, le gars il te dit non, moi je suis juste haïtien ou je suis juste jamaïcain, puis ça finit là, j'ai pas de... Tu sais, il n'y a aucune descendance africaine pour ce gars-là, c'est vraiment, ça s'arrête à... Puis quand je regarde surtout la communauté haïtienne, parce que moi pour de vrai les haïtiens c'est un peuple qui m'inspire, parce que tu vois, on parle d'une première république noire là,
qui s'est vraiment libéré et tout. Puis même République, c'est même un petit mot, là. C'était un empire, là, Haïti, là. Puis tu vois, d'être arrivé, puis de se dire que non, OK, non, c'est assez et tout. Fait que quand je vois ça, moi, ça, tu vois, ça me fait... Ouais, je respecte toujours. Fait que tu vois, quand je vois des gens comme ça, moi, j'ai vu beaucoup de scènes où, tu vois, j'arrivais au dépanneur, par exemple, puis la fille, tu sais, c'était une noire. Puis je pense qu'elle était haïtienne, peut-être. Puis j'arrive, tu vois, je suis au comptoir et tout, je dis bonjour. Puis je vois la madame, elle me regarde vraiment d'un œil comme... Elle me file pas du tout, là. Cool. Puis là, 2 secondes après, j'ai fini de passer mes articles et tout. Il y a comme un couple québécois derrière moi. Il passe. Puis là, tu vois, tout d'un coup, boum, oh! Ah, bonjour monsieur, ça va bien? Ah, comment je peux vous aider? Je suis comme, oh! Est-ce que c'est moi le problème? Ou comme... Puis j'ai expérimenté ça beaucoup. Puis même une autre fois, quand je parlais à un gars jamaïcain, puis écoute, on a parlé, je pense, pendant 1 heure. Le gars, il me disait, non, mais toi, t'es clair, tu peux pas être africain. Je suis comme, c'est quoi ça encore, là? Là, je suis comme, Là, il me dit, non, mais t'es clair. Je suis comme, non, mais monsieur, je suis né au Congo, je viens du Congo et tout. Puis ça n'a pas rapport à la couleur, là. Il me dit, non, parce que les Africains, vous êtes noirs, là. Vous êtes noir, puis non, ça se fait pas. Tu dois être haïtien, tu me mens. Le gars, il me croyait pas. Donc là, je suis comme, damn. Ça, c'est un autre problème, le colorisme. Ouais, et puis, 100%. Écoute, je sais vraiment pas le colorisme, et puis je pense que la haine qu'on a entre nos communautés, parfois, c'est même pas la haine, mais c'est le manque d'intérêt, tu vois. Je dis souvent que moi, ce qui me dérange un peu, c'est quand on est toujours référé à la communauté noire de Montréal. C'est quoi une communauté noire? Si on prend déjà juste en Afrique, tout seul, t'as 54 pays. Yo, c'est fou. Mais juste à Montréal, moi j'ai une question pour toi. Combien d'amis anglophones de la communauté noire que tu connais personnellement, qui habitent dans l'Ouest? Quand même, une bonne quinzaine, une bonne vingtaine. Ouais, moi j'en connais pas beaucoup, tu vois. Comme justement, juste à l'intérieur des communautés noires, on est tellement comme diversifiés. Nous, c'est vrai. Ouais, on est beaucoup. Puis on se mélange pas tant, on n'apprend pas tant. En fait, moi perso, j'aime beaucoup l'histoire. L'histoire des pays noirs en général, je trouve qu'elle n'est pas assez parlée. Je trouve que parfois l'information est trop cachée, c'est trop dur. Mais comme tu as parlé de l'histoire d'Haïti tout à l'heure, moi j'ai lu beaucoup là-dessus. C'est quelque chose qui m'a passionné. L'histoire du Congo, même chose, tous les empires qu'il y avait avant, tu vois. Moi, les trucs qui m'intéressent, qui me dérangent carrément, c'est les trucs genre les fêtes d'indépendance. Congo. Comme si 60 ans. 60 ans de quoi? Parce que je pense qu'on n'était pas un pays avant que les Belges arrivent. Je te jure. Comme pourquoi tu veux commencer ton histoire où le blanc a fini la sienne? Comme va plus loin. Et un autre truc aussi pour revenir au fait que peut-être les divergences entre Antillais et Africains dont tu me parles, moi je trouve ça un peu dommage parfois parce que j'ai grandi vraiment entouré d'Haïtiens dans ma vie. J'ai grandi à Anjou, j'ai grandi à RDP. Les deux, je connais, de mon âge, je connais plus d'Haïtiens que de Congolais, you know. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai plus souvent eu des conversations avancées sur le Congo, l'histoire du Congo, avec des amis blancs qu'avec des amis haïtiens. Tu vois? Beaucoup de personnes haïtiennes que je connais, ils connaissent presque rien de l'Afrique, tu vois? Quand ils vont parler de toi, c'est toujours les Africains. Les Africains, est-ce que c'est vrai que vous faites ci? Les Africains, vous faites ça. Mais comment? Les Africains, c'est quoi? Va parler à un Somalien, va parler à un Gambien, va parler à un Zimbabwéen, c'est pas la même chose. Tu sais qu'est-ce qui est le plus fou? C'est qu'il y a beaucoup d'Haïtiens, la seule chose qu'ils savent, c'est 1804. C'est la seule chose qu'ils peuvent te dire. Même de l'histoire haïtienne? Ils connaissent même pas, tu vois ce que je veux dire? Yeah. C'est juste c'est comme un désintérêt, tu vois? Yeah. Parce que ça part d'il y a longtemps, là. Puis, tu vois, même dans les institutions scolaires et tout, écoute, on est tous victimes de ça, là. Mais tu vois, on parle de quoi faire. Depuis tout à l'heure, on parle du futur, de planifier. Mais comment tu veux planifier si tu sais même pas d'où tu viens toi-même? C'est déjà là le problème. Comment tu veux compter sur autrui pour t'apprendre ton histoire? Ils vont pas t'apprendre. Tu sais, un proverbe là que moi... Les proverbes, pour de vrai, je pense c'est juste... Ils disent les affaires comme elles sont cash. Quand le proverbe qui dit les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. C'est vraiment juste ça, oui. Comme la personne qui a gagné, à la fin de la journée, si elle a gagné, tu fermes tes dents. C'est tout. Ça s'est passé comme ça, je t'ai checké un bâton. Avant moi, tu n'avais pas de technologie. Avant moi, tu n'avais pas d'empire, tu n'avais pas de structure, ça. Mais puis nous, on va l'avaler. Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Haïti? Yo, la bataille de Vertières, est-ce que vous savez c'est quoi? C'est pas avec des salines et tout, là? Ouais. Tu sais que je pense que c'est venu dans le dictionnaire
français il y a quelques années à cause de Daniel Laferrière. Ah ouais, parce que Oh. parce que comme les Français, ils avaient honte de ça, tu vois. Honte. Ils veulent même pas l'accepter, ils veulent même pas le mettre dans les annales de l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Révélation. Puis on a gagné pareil, tu vois ce que je veux dire? Comme c'était une grosse défaite pour eux. Gagner tu vois. une bataille, mais pas la guerre, that's the thing. That's the thing. Mais c'est justement avec Haïti, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je sais qu'il y a une dette, non? Avec la France? Avec la France, ouais. Toujours jusqu'aujourd'hui, là. Ouais, jusqu'à aujourd'hui. Damn, parce que là, je comprenais plus qui devait à qui, comme. Parce que, il me semble que c'est eux, non? Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est Dette que... coloniale. Damn. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que sous Aristide, genre, comme, je pense qu'il avait réclamé la dette aux Français. Puis, genre, une des raisons pourquoi ils l'ont Ship out. ils l'ont ship out, c'était à cause Amazon c'est à Prime. cause de- c'est à cause de ça. Damn. Parce que c'est ça, j'ai jamais vraiment compris le concept. Parce que c'est comme si on vient de braquer, maintenant paye-nous. C'est fou quand même. C'est C'est fou quand même. Ouais, mais c'est parce que... Ils envoient ça partout. Non, mais c'est parce que, check, yo, c'est ça que les gens oublient tout le temps, c'est que l'économie de la France, yo, c'est fou, L'Europe, ça. l'Europe. Non, mais je vais prendre la France, là. La France, c'était la plus grande puissance du monde à l'époque, là. Yeah. Ça dépendait carrément sur Haïti, là. C'était fou comme ça. Yo, il y a une affaire tellement fou, c'est que, comme quand Haïti shippait les produits en France, puis ça arrivait sur le bord du fleuve et tout, ça, Yeah. comme il y avait des pays européens qui voulaient les produits d'Haïti, tu vois. Puis les colons qui avaient sur le territoire haïtien, ils voulaient vendre justement Ok. à ces Européens-là. Mais le roi disait, plutôt que de les vendre, laisse les produits pourrir. Ok. Vous devez passer par nous, tu vois ce que je veux Yeah, dire? tout par la métropole. Ouais, tout par la Yeah, métropole. Tu sais, Tout ce ça, qui est c'est fou, pour c'est l'économie. qu'ils envoyaient les matières premières là-bas. Exactement. Les processeurs, À partir ils faisaient de là, les produits finis, ils les revendaient. ils les vendaient taxés. plus cher. C'est pas fou. C'est C'est toi qui as ridicule. travaillé C'est fou. pour fournir le. Mais justement, le lien que je veux faire avec ça, c'est à cause de ça que la France a réclamé une dette en Haïti. Parce que, bro, t'imagines perdu. du jour au lendemain, Tout ton revenu. tout ton revenu est parti comme Mais ça. c'est illégitime ça. Puis c'est C'est fou parce que même beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, ils ont une dette coloniale, ils ont cet attachement colonial, comme par exemple le franc CFA. C'est une blague cette affaire-là. Ils Ouais, tu vas en France et tout. Comment tu es une économie? Comment tu peux me dire que tu n'es plus une colonie? C'est quoi Comme, et puis ça, le problème aussi, c'est avec l'élite, entre guillemets, parce qu'ils sont élites de rien. Mais l'élite africaine qui font juste garder le status quo. Mais c'est ça, Ils mais- s'assurent de leur bien-être Guys, personnel à eux triste, et leurs proches. Avant que l'esclavage soit comme un truc de couleur, c'est une question économique. Fact. À la base, ils sont partis ben pour c'est ça. l'argent. C'est Ça c'est- commençait À la comme base, ça. Ils ne savaient Ouais. pas nécessairement que c'est des noirs qu'ils allaient trouver, tu vois. Ils sont partis pour l'argent, pour le profit. Ouais, puis- Ça part de loin, là. Parce que... Mais c'est ça, c'est comme tu as dit, l'indépendance en tant que telle, c'est comme, écoute, on va devoir travailler là-dessus parce que pour moi, on n'est pas indépendant. On n'est pas indépendant, Du tout, c'est du ça. tout, du tout. Ça part d'il y a longtemps, là. Mais c'est ça, je comprends pas avec justement l'Empire Congo et tout. Bon, moi, personnellement, c'est quelque chose que je dois vraiment plus me familiariser avec. Mais tu sais, c'est juste de comprendre comment c'est arrivé. Genre. C'est juste La chute? fou, comme la chute en tant que telle. En fait, c'est que les premiers arrivés au Congo, c'était les Portugais. Ouais. You know? Les Portugais, ils sont arrivés, le premier peuple qu'ils ont croisé, c'était les Bakongo. Tu vois? T'étais pas Mkongo, toi? Non, moi, je suis... comment? Gombe. Ok, moi je suis Mkongo du côté de ma mère. Ok. Mais en fait, c'est le premier peuple qu'ils ont croisé, tu vois. Donc c'est là que les liens ont commencé. Au début, ça avait commencé, ils commencent toujours comme ça, tu vois, le commerce. C'est tranquille. Éventuellement, ils sont descendus, ils ont découvert l'Angola. Donc l'Angola, ils ont eu plus d'influence. Ouais. Mais à la base, l'Empire Congo, initialement, c'était la partie ouest du Congo-Kinshasa, le Congo-Brazza, une petite partie du Gabon, et il s'étendait jusqu'au sud, jusqu'au nord-ouest de l'Angola. Ok. Ça, c'était l'Empire Congo. Donc, quand les Portugais sont arrivés, c'est le premier peuple avec lequel ils sont rentrés. Ensuite, tu as toute l'Europe qui est venue, mais la chute de l'Empire Congo, c'est vraiment rentré quand le premier roi du Bas-Congo qu'ils ont croisé, il s'est lié d'amitié avec eux. Il les voyait vraiment comme des égaux. Ils ont commencé à faire du commerce, à leur donner certains droits sur certaines terres. Wow. Et puis, tu sais, c'est des gens, tu leur donnes la main, ils prennent le bras C'est tout. au complet. C'est la même manière, tu sais, avec des héros comme Nzinga, la reine d'Angola qui a fait la guerre sur l'empire de ce qui restait aux Portugais pendant des années et des années. Elle les a donné défaite sur défaite sur défaite. Aujourd'hui, on ne parle même pas. Kimpavita au Congo, même chose.
on n'en parle pas, tu comprends? T'as des pays comme l'Éthiopie qui n'ont jamais été colonisés. Ils ont tapé les Italiens. Attaque après attaque, avec des stratégies de malades. Il y a des stratégies trop d'avance. Trop d'avance. Ils n'ont pas juste des gros francs, là, ils sont très forts. En plus, tu sais, la manière dont c'est arrivé, je ne vais pas dire de bêtises, tu vois. Donc, je me souviens plus c'est quel peuple. Si c'était pas la Russie, j'ai pas envie de dire de bêtises, je me trompe, mais qui les avait fournis en armes. Eux, ils ont adopté une stratégie où vous avez juste fait croire aux Italiens que vous pensez qu'on est des barbares, comme si. Tu vois, ils les ont laissés venir, ils ont dit venez. Venez même. Ils ont attaqué au début sans rien avec leurs armes de base, jusqu'à les emmener à un certain endroit parce que déjà, tu as l'avantage du terrain. Tu comprends? On dit allez, sortez les mitrailles. T'as pas blagué, là. Ils ont tapé. Il y a des histoires comme ça qu'il faut qu'on apprenne à connaître et il faut qu'on soit fiers. Mais tu vois, j'ai tellement honte de pas savoir tout ça, tu vois. Non, mais c'est ça. Tu vois, c'est esclavage, ça s'arrête là. C'est comme, that's crazy. On a une histoire comme... Il y a beaucoup de technologies, actually, qui viennent de l'Afrique, tu vois. Je pense qu'un des premiers peuples à pratiquer la métallurgie, c'est actually au Congo. Le plus loin qu'on peut retracer, quand ils ont, avec des fouilles archéologiques, ils ont trouvé des artefacts, ils ont daté il y a X nombre d'années, et puis ils ont vu que, quand tu compares partout à travers le monde, les plus anciens qu'on a, c'est là. Ils avaient déjà des pierres et tout, avec lesquelles ils étaient en train d'écrire dessus, qui servaient ça pour faire des calculs et tout. Donc, c'était vraiment... Ils avaient des pièces de monnaie. Tu vois, quand je te dis les Bakongo et tout ça, ils avaient des pièces de monnaie. Même chose avec l'Empire Luba. L'Empire Luba qui était très, très, très développé en termes de métallurgie et tout. Le savon, si je ne me trompe pas, c'est les Maures qui l'ont inventé. C'est à l'ouest, dans la région un peu plus du Sénégal. En fait c'est un peuple qui est vraiment étendu dans l'ouest de l'Afrique et tout. Il y a plusieurs inventeurs comme ça que même les Blancs qui ont pris de l'Afrique, de l'Asie, des Arabes et tout ailleurs dans le monde, mais on est là à dire que les autres races n'ont pas contribué. C'est vrai que je dis, le vainqueur l'écrit, le vainqueur raconte l'histoire. Exactement. C'est fou, mais il faut que j'aille voir mes ressources là parce que Maître Roudy est dans la place. Puis dans le fond, d'après vous, ça serait quoi les meilleurs moyens pour justement faire avancer notre communauté, genre? Fait que je sais qu'il faut bien sûr investir dans notre communauté, mais pour vous, ça serait quoi comme vraiment les meilleurs moyens d'avancer, genre, en tant que peuple? Moi, personnellement, comme ce que je peux apporter genre, dans ma communauté, c'est ce que j'ai jamais reçu, moi, tu vois. Puis beaucoup de fois, moi, c'est ça que des fois, je reproche à mes parents. Des fois, ils n'ont pas reçu un truc. Puis ils reproduisent la même chose, tu vois. Ils refont la même chose. Alors, enfin, tu vois ce que je veux dire? Fait que moi, tout ce que j'ai pas reçu, ça serait de redonner à la communauté. Moi, je suis musicien. Tu vois, comme moi, je vais essayer d'investir le plus possible dans la relève. Il faut. La musique aussi, c'est important, honnêtement. C'est pas un truc négligé. Exactement, justement. Ça donne un getaway sur beaucoup de choses. Exactement. Puis la musique, genre la culture, justement, c'est tellement important dans les communautés. Genre, même économiquement, comme la culture influence tellement l'économie, ça influence toutes les sphères genre d'une communauté, tu vois ce que je veux dire? Fait que... C'est comme tu as dit, je t'ai parlé de bar, tu voulais faire un bar là? Je t'ai parlé de mon projet, je veux pas trop en parler, tu vois. Mais comme, genre j'ai vraiment des projets justement. Tu m'en parleras après. Oui, il y a des gros projets là. Puis toi, Rudy, ça serait quoi ton... Moi, perso, si on parle de qu'est-ce que je peux faire personnellement, concrètement, moi, en ce moment, depuis déjà un peu de temps, j'ai lancé mon entreprise. C'est RMG Service Conseil. En fait, c'est une entreprise de service conseil en lancement, en développement et puis en gestion d'entreprise. Par exemple, que tu es un jeune entrepreneur de la communauté noire de Montréal, tu aimerais partir un business, peu importe le domaine, tu sais pas c'est quoi les steps, tu sais pas, on va dire, comment t'enregistrer, tu sais pas comment t'inscrire au fichier de taxes, tu sais pas les principes de base d'un business, qu'est-ce que tu dois regarder, est-ce que la demande de ton truc est là, comment checker ça. Est-ce que la faisabilité, qu'est-ce que ça te prend pour le faire? La profitabilité, comment bâtir ton budget de démarrage, etc. Tout ça, c'est des services que j'offre. Tu vois? Puis si petite question de développement, tu as un commerce qui est déjà existant, tu veux optimiser tes revenus, réduire tes coûts, faire une meilleure gestion, ton entreposage, etc. Peu importe le domaine dans lequel tu es, c'est des services que j'offre. Donc, en ce moment, je me focus beaucoup plus sur les entrepreneurs noirs, les small business. Je ne fais pas des... medium to large business en ce moment. C'est vraiment plus les small business existants qui sont lancés. Moi, c'est quelque chose que je fais. Je pense que le respect s'impose d'abord économiquement. Et puis en parlant de ça, je pense en général, en tant que communauté, ce qu'on devrait faire déjà, j'avais vu ça dans un live de Thierry Lindor.
OK. Shout out to Thierry. Shout out to Thierry, pour de vrai, qui parlait vraiment des piliers d'une communauté. Tu vois, lui, il les avait nommés dans un ordre précis, mais ils sont tous pertinents. Pas en ordre, c'est sûr que déjà, il te faut un système de santé. Tu vois. On a tellement de personnes qui travaillent dans la santé, mais t'as un hôpital juif. C'est fou. T'as t'as un hôpital juif, mais comme pourquoi t'as pas un hôpital, je sais pas, avec le nombre d'Haïtiens qu'il y a à Montréal, qui font juste des cliniques. Il y a tellement d'infirmières dans la communauté haïtienne. Être là et prendre soin de nos propres personnes, nous-mêmes. Ça, c'est important. L'éducation. Les Juifs ont leurs propres écoles. I don't know if it still exists till this day. Je sais qu'il y a un temps, j'avais beaucoup d'amis arabes ou maghrébins qui allaient à l'école le samedi, peut-être le matin, et puis ils apprenaient à écrire arabe ou apprendre à parler, tu vois. Pourquoi pas faire un petit conseil comme ça où ça peut être peut-être juste un jour comme ça, mais tu donnes le savoir un peu sur ce dont on parlait tout à l'heure, ou même carrément faire une vraie école. Oui. Tu comprends? Une école privée subventionnée par certains organismes, certaines personnes importantes de notre communauté. C'est sûr que tu vas donner toute l'éducation qui est obligatoire dans le curriculum que l'État dit que tu dois donner, mais tu as toujours une petite fenêtre dans laquelle tu peux... Chaque école, ça va peut-être pas apprendre la même chose, on va dire, en éthique et culture, ou dans certains autres cours comme ça. Pourquoi on profite pas de ça? Et puis ça build notre caractère. Puis ça, et puis le dernier point aussi que je voulais mentionner, c'est notre propre force de police. Je pense que c'est ça qui parlait, dans le sens où, comme peut-être dans un quartier ou quoi que ce soit, un service de sécurité ou quoi que ce soit, tu sais que c'est des gens comme toi. Parce qu'eux, parfois, ils ont aucun respect pour nous, you know? Ils n'ont aucun respect pour nous. C'est juste être sûr que comme on se baptise pour nous et par nous. Pour nous, c'est ça. Moi, ce que j'avais rajouté là-dessus, c'est que moi, je pense qu'il y a des petits steps qui ont déjà été faits. Trop souvent, on a tendance à dire qu'on n'a jamais rien fait pour nos communautés, comme genre nos anciens n'ont jamais rien fait. Moi, je veux souligner le travail que moi, j'ai grandi à l'église, tu vois. Puis beaucoup des meilleurs musiciens à Montréal, No Cap, ils viennent tous de l'église. Tu vois ce que je veux dire? Fait que moi, je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait dans ce côté-là. Puis moi, je veux les saluer comme tu vois, c'est comme ces anciens-là qui ont été là pour nous. En fait, on serait même pas en train aujourd'hui capable d'être en mesure de parler avec autant d'aisance de ces sujets s'ils n'avaient pas déjà brisé la glace pour nous, tu vois. Puis je pense que oui, la communauté noire a beaucoup de personnes qui font parler d'eux pour les bonnes raisons, et qui conscientisent les foules. Si on a cité Thierry tout à l'heure, des gens comme Will Prosper, je sais pas, la librairie Racine. Ça, c'est des bonnes initiatives comme ça qu'il faut saluer. You know? Il faut. Parce que c'est fou de voir comment les Noirs, man, on est en retard dans le sens qu'on aurait tellement pu bâtir un hôpital depuis, une école, avec toutes les dépenses qu'on fait. C'est sûr que, tu vois, les milliards qu'on dépense dans genre Jordan, Mercedes, écoute, c'est fou l'argent qu'on dépense. Il faut s'éduquer. Il faut s'éduquer. De la manière. Il faut s'éduquer comme les guicheurs, là, comme shout-out à vous, mais comme... faut mettre votre argent quelque part, là, comme au moins si t'es pour faire de la guiche, au moins mets ça quelque part où tu vas devoir investir dans la communauté. Non? Enfin, écoute, tangerine, tout ça, c'est bien, mais faut ramener ça quelque part dans la communauté, you know, parce que... Puis en plus, c'est pour frimer. Tu vas t'acheter ta paire de Jordan et tout, tu vas juste pour montrer à tout le monde que, écoute, moi j'ai des Jordan et tout. Enfin, il y a aussi ce problème-là avec les symboles que nous, les Noirs, on a, tu vois, pour show off. Enfin, je trouve vraiment que c'est fou de voir comment on a pris du recul sur ça, mais... Big time. C'est fou, là. Puis yo, quand je regarde aussi des films comme... Moi, Black Panther, je pense que c'est le film qui m'a le plus marqué, honnêtement. Parce que si tu t'analyses vraiment le film, là, c'est exactement ça qu'on serait si on n'était justement pas colonisé. C'est kind of crazy, hein? C'est fou. Comme si tu vois... Ben, c'est sûr qu'on n'aurait pas des vaisseaux et tout, mais tu vois, en gros... l'avancement technologique, puis une civilisation qui est saine, qui a vraiment sa culture en main. C'est juste ça s'est inspiré de beaucoup de faits véridiques, tu vois, comme je pense que le vibranium. C'est basé sur le coltan. Coltan, bro. Le coltan. C'est fou, là. Fait écoute, moi, quand je regarde des gars comme Killmonger, pour moi, c'était le héros du film. Tu vois? Parce que, tu vois, c'était vraiment juste... C'est sûr que l'approche... C'était pas ça qu'on voulait. La philosophie derrière, je comprends que c'est comme
le clash entre deux Exactement. mentalités, genre, tu vois. Ça, que les deux se valent, les deux ont des points à soutenir. I'm doing this for my people first and my people because I'm the king of my country. Dans le sens où, oh, ben, pourquoi tu veux négliger tes frères? Exactement. Fait que les deux ont des arguments. J'ai aimé le film aussi. Fait que c'est vraiment fou parce que je vois les gens qui sont comme Black Panther, mais est-ce que tu as vraiment analysé pour comprendre qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est la réalité qu'on vit aujourd'hui, là. C'est Black Panther, en fait, c'est ce qui aurait dû arriver si on était justement dans... Mais en tout cas, ça, c'était juste une analyse que je voulais faire, là. Puis en gros, dans le fond, vous, c'est quoi votre réaction quand les gens vous disent, genre, ah, oublie le passé, ah, l'esclavage, c'est dans le passé, oublie ça, là, puis... Tu sais, c'est comme... Moi, la première question que je pose, c'est pourquoi on n'oublie pas ce qui s'est passé avec l'Holocauste. Tu vois ce que je veux dire? Facts, mais c'est justement ça. Yeah. Parce qu'ils se sont servis de ça. Ouais. Et ils se sont servis de ça pour justement avancer. Exact. Fait, on dirait les Noirs, on a peur du passé. On se dit que comme, c'est vraiment, on veut pas retourner là, mais comme, je sais pas, dès que tu parles d'esclavage ou juste l'histoire en général, c'est comme, les gens veulent rien savoir. Là. On veut rien savoir. Juste le slogan du Québec, là, on se souvient. Là. Je me souviens, tu vois, pourquoi pour les plaines d'Abraham? Pourquoi pour les patriotes? Parce que c'est important. C'est très important. Oh, ça fait partie de ton histoire, ça fait partie de quitter. Malheureusement, nous, ça fait partie de notre histoire. Mais je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Exactement. Moi, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Puis, à la place de se victimiser, comme on disait au début, il faudrait plutôt l'utiliser comme un carburant. Justement, ouais, clair. Ça, c'est une autre perspective. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y aura jamais de réparation sans compensation. Preach. Ah, je pense que c'est Kimi Seba qui disait ça. Kimi Seba. Ça se peut qu'il ait cité. Ça, c'est ton boy, ça. Je l'avais entendu de quelqu'un d'autre avant, mais je pense qu'effectivement, il a cité. Mais c'est pas normal. À the end of the day, il y a une vidéo qui circulait sur Instagram en ce moment. Je sais pas si vous avez vu le gars qui fait son podcast raciste ou je sais pas quoi, là, qui dit que les immigrants viennent de leur pays de merde ici, dans les pays blancs, l'intellectuel. J'ai vu ça ce matin. J'ai posté, tu l'as posté sur Instagram, ouais. Laisse tomber. À la fin de la journée, ça, c'est des gens qui sont juste ignorants. Faut même pas les répondre, faut même pas les taguer. C'est des gens qui sont ignorants, qui savent pas qu'aujourd'hui, si la majorité des pays de l'Occident, de l'hémisphère ouest existent, c'est parce qu'ils ont pillé l'Afrique. Le Congo, il se fait piller depuis Léopold II. Depuis même avant le XXe siècle, le Congo se fait piller. Encore aujourd'hui, si tout arrêtait au jour d'aujourd'hui et commençait à se bâtir, ça deviendrait le pays le plus riche. Tu sais à quel point tu dois être riche pour qu'on te pille pendant plus qu'un siècle? On te vole littéralement, on te laisse profiter de rien. Mais c'est fou parce que comme l'économie occidentale au complet arrête de fonctionner sur l'Afrique. Fact. Tu vois ce que je veux dire? That's crazy. Mais faut pas oublier. Quand tu regardes, il y a beaucoup de gens qui commencent à venir s'installer. Hein. Les Chinois, ils se sont installés. C'est fou parce que tout le monde voit le potentiel en Afrique, sauf les Africains. Ben oui. Quand l'Indien, il va quitter son pays, il va venir au Congo, le Libanais, le Chinois, mais nous, on est là, on vit au Canada, on vit en France, quoi que ce soit, on a peur. On a peur. D'investir, on voit même pas les blessings dans notre propre pays, les opportunités. Puis eux, c'est partout, là. Même, c'est sûr, plus en Afrique, mais ils sont partout. Ils débarquent dans un pays, ils savent déjà comment commencer. Les Chinois sont très forts. C'est un peuple que dans leur culture, le travail, ils valorisent ça énormément. Et puis, en fait, ils ont la négociation et ils ont la vision dans leur culture. Tu sais que c'est le seul pays au monde qui a un citoyen dans chaque pays. Damn. Ils ont au moins un citoyen dans chaque pays sur Terre. That's crazy. Oh. Puis en plus, ils s'installent, puis ils parlent très bien lingala. Là. J'ai fait des vidéos en train de négocier le prix comme jamais. Ils vont te balancer des slings en lingala. Toi-même, tu ressens que tu te dis que t'es pas assez congolais. C'est fou, là. Puis je pense que t'avais vu, il y avait une vidéo, OK? C'était un Chinois qui avait poignardé un Congolais il avait donné un coup de couteau et tout. Puis tous les Congolais autour qui regardaient, puis... on sait même pas qu'est-ce qui est arrivé. On a juste vu le Chinois, il y avait son commerce. Puis là, il y a un Congolais qui voulait acheter quelque chose. Puis là, il a poignardé le Congolais. Mais il n'est pas mort, là, le Congolais. Mais tu vois, il a poignardé. Puis là, tous les Congolais autour qui regardaient, personne n'a réagi du tout. Les autorités sont arrivées. Puis écoute, ils ont vraiment une force, ces gens-là, que comme... Mais est-ce que vous pensez que le communisme, ça joue un gros rôle dans tout ça? Non. Pas vraiment. Non? Je sais pas, je pense pas. Je pense à mon avis, non. Je sais pas si c'est du... Là, on rentre dans la politique, c'est un sujet touché de parler. Mais je sais pas si c'est du communisme pur qu'ils ont en Chine. C'est sûr que c'est un État communiste, à the end of the day. Mais je pense que c'est juste le pouvoir que le gouvernement a et qu'à la fin de la journée, au pouvoir, c'est des gens qui ont intérêt à la prospérité de la nation. Il y a beaucoup de trucs très questionnables dans ce qui se passe en Chine. Que tu me parles des Ouïghirs,
où tu me parles de toutes ces affaires-là, même les chrétiens, la manière qu'ils sont, c'est très... Moi, je suis contre ça. Pour de vrai, 100%, je suis contre ça. Mais la raison pour laquelle c'est un pays qui est aussi dominant, c'est que toutes les politiques et les décisions qu'ils prennent, c'est dans l'intérêt de leur pays, c'est pas dans leur intérêt personnel. Puis je pense que c'est juste ça qui fait la différence, en fait. Et parfois, quand tu es dans un pays où les gens ont moins de liberté, moins le droit de se plaindre, c'est j'ai fait A, tu vas faire A, tu fermes ta bouche. Ouais. À the end of the day, le résultat va être que si tout le monde a la possibilité d'argumenter, c'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne chose, c'est pas un bon environnement. Mais à the end of the day, c'est sûr, ça va être plus efficace, surtout si la population est dirigée par la peur. Ouais. Parce qu'à un moment donné, en Chine, tu fais une vidéo sur TikTok où tu parles en mal du Parti communiste, t'es tout bon là, 24 heures après ça, on n'entend plus parler de toi. Tu vois, c'est live, comme ça, C'est tout pas là. le où, là. Ouais, c'est fou, là. Donc toi, tu penses que les communistes, ça joue un gros rôle dans tout ça, là? Ouais, peut-être la manière dont le pays est dirigé, c'est sûr que ça joue un rôle. Parce que moi, je suis pas un duvalériste, mais moi, j'ai toujours entendu dire mes parents dire que... pas mes deux parents, là. Je vais pas commencer à pointer un ou l'autre, mais ils disent que, genre, durant la dictature, durant Duvalier, c'était mieux. Haïti était mieux. Ah ouais? Je comprends ce feeling-là. J'ai entendu des Congolais dire ça pour Mobutu. Il y a beaucoup de gens qui ont cette opinion-là. Mais c'est quoi exactement le Duvalier? En fait, est-ce que il y avait une plus forte identité culturelle, j'imagine, à ce moment-là? Mais l'économie allait mieux. Yeah. Apparemment, moi je n'étais pas là, mais apparemment son histoire, ça allait mieux. Puis, tu vois, la dictature, c'est pas du communisme nécessairement, mais je veux dire, c'est pas tout le monde qui a son mot à dire sur les lois. Puis... Je sais pas pour Haïti, mais j'ai entendu la même chose du Congo. Comme exemple, c'est moi, mon père. C'est très récent qu'il y a eu le changement de pouvoir. Congo, je pense que c'est juste quelques années. Coup d'État, c'est 2002. 2002, coup d'État. Ouais, Kabila perd. Et tout, mais tu sais, avant, il y avait... C'est juste que comme... C'est vrai que comme ces gars-là dirigent le pays avec une main de fer, vraiment, ils ont plus de pouvoir sur les décisions qui sont prises. Je sais que le Congo, à certains égards, il se comportait mieux économiquement. J'ai entendu dire que c'était comme un peu l'Afrique du Sud. Tu vois ce qu'elle est l'Afrique aujourd'hui, mais dans le temps, c'était le Congo. Ça, c'était en 2002, ça. Le Zaïre, avant 2002. dans l'époque de Mobutu. Le Zaïre, le fight de Mohamed Ali. En fait, je pense que c'était en 97, le coup d'État. 97. Mohamed Ali, toutes ces affaires-là, il y avait des hôpitaux très développés, la télé, la radio, la musique congolaise se diffusait partout en Afrique, etc. Mais au détriment de quoi? C'est ça la question que vous avez posée. C'est sur les droits humains. Mais justement, mais en Chine aussi, tu vois, comme si tu checkes la main-d'œuvre aussi. C'est une des raisons pour lesquelles tu vois, la Chine, c'est un pays développé, comme la main-d'œuvre est moins chère. Puis justement, quand ils exportent les produits, genre ils font de l'argent avec ça pour de la main-d'œuvre qui est moins chère. Fait que c'est encore les droits humains qui sont tendus. Je sais pas ce que tu penses de ça là. Moi, je suis pas bon politique. J'ai vu des documentaires sur les usines en Chine. C'est des trucs de fou. Ils ont des journées de comme plus que 12 heures de travail avec une seule journée de congé dans la semaine. Parfois, ils ont 14 ans, ils sont là. On fait croire qu'ils ont 18 ans ou je sais pas si c'est 16 ans l'âge minimum pour travailler là-bas. Les conditions sont atroces, vraiment. Très atroces. Mais encore là, on peut dire que c'est peut-être pas un combat qui est racial, c'est un combat entre les riches et les pauvres. Les riches et les pauvres, tu vois ce que je veux dire? Ça commence là, c'est les économies et tout. Parce que, je reviens souvent sur Haïti, là, mais comme... Vas-y. Comme quand les Français sont partis, après ça, les mulâtres, on les appelait les mulâtres, ils ont commencé à réclamer leurs droits. Ils ont commencé à dire que les terres, c'était les terres de leur père à eux. Puis ils voulaient justement perpétuer l'esclavage. Puis asservir les noirs, les peaux raides. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est toujours une classe dominante sur le plus faible. Puis en Chine, I guess, avec le communisme, puis genre même le capitalisme, tu vois ce que je veux dire? Ah, ça c'est une autre chose aussi, ouais, mais les deux, je pense que ces deux sont pas parfaits, mais c'est l'être humain qui est pas parfait. On est dans un monde où avoir de l'argent, ça te donne beaucoup trop d'influence. Avec de l'argent, tu peux faire presque ce que tu veux. Regarde Elon Musk, le gars, il va dans l'espace jeudi, mardi, carême, Pâques. Il fait ce qu'il veut, tu comprends? Personne ne va l'empêcher. C'est l'homme le plus riche. Bon, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils arrêtent depuis à peu près 2-3 mois, ils n'arrêtent pas de se dépasser, lui puis Bezos, là. Ils arrêtent pas de se dépasser. Mais tu vois, quand tu as l'argent, tu fais ce que tu veux. À the end of the day, c'est ça qui est un peu plate. Puis je pense que
c'est vraiment une tâche difficile. Très difficile. Là, si tu commences à parler de l'Afrique et tout, c'est quelque chose qui va prendre plusieurs années, plusieurs décennies avant de changer. Mais si il faut faire ce qu'on peut pour notre peuple, puis les personnes qu'on côtoie directement. À the end of the day, je pense que c'est avec les petits. Si tu veux, ça, c'était un quote que Will Smith avait dit. Il a dit, si tu veux bâtir le plus grand mur, le mur le plus majestueux au monde, il ne faut pas que tu commences en te disant, je vais bâtir un mur énorme, immense, qui va être le plus beau, le plus ci, le plus ça. Non, il faut que tu te mettes à genoux, puis tu commences brique par brique. Et puis chaque brique, tu t'assures qu'elle soit alignée le plus parfaitement possible. C'est comme ça que tu vas build quelque chose de solide. So, je pense que c'est ce qu'on devrait faire. Je pense que chaque individu a son rôle à jouer à la base. Audi, justement par rapport à ça, est-ce que toi tu penses que le développement de l'Afrique, comme tu l'imagines idéalement, est-ce que tu penses que ça passerait pas justement par Montréal en premier À Montréal? Ouais. Avant. Non, moi je pense que c'est qu'on va... Personne n'est obligé de me suivre. Hein. J'avais une personne avec moi. Et moi, je pense que personne va placer au Congo. Au Congo, hein. Puis je pense que le plus de personnes de la diaspora vont penser comme ça et être prêts à travailler ensemble, main dans la main, avec nos frères et sœurs qui sont là-bas, qui n'ont jamais quitté. C'est ça. Là, on va être capable de build quelque chose de solide. Mais pour moi, personnellement, je parle juste à mon propre nom. Il n'y a rien pour moi ici. Il n'y a rien pour moi ici. Puis ça, c'est juste un petit mot. Je ne sais pas si on approche la fin aussi. C'est parfois les gens vont dire, OK, mais on t'a donné ci, on t'a donné ça, on t'a donné l'éducation, tu devrais être reconnaissant. Ouais. Excuse-moi, mais plus j'observe l'histoire, moins je me rends compte qu'on est redevable. Par rien. C'est comme si quelqu'un t'a volé 1 million, il te redonne $100, il dit, oh, tu me dois 100 gouttes. Exact, ouais, c'est comme je disais au début, tu vois. Ils prennent leurs ressources, puis après ils nous donnent des miettes. Mais ça, c'est le plus gros vol, c'est les cerveaux, actually. Parce qu'ils prennent... C'est ça le truc que tu dois comprendre, c'est que dans la plupart des pays occidentaux, il y a le vieillissement de la population. La plupart des pays subsahariens, comme de l'Afrique subsaharienne ou de l'hémisphère sud en général, même Amérique du Sud et Asie, la principale raison qui fait que la population augmente, c'est les naissances. Dans l'hémisphère nord, en Occident, c'est l'immigration. Tu comprends? Ils viennent ici, en fait, et puis tu te formes, ils vont t'éduquer, tout ça, pour que tu puisses contribuer. Donc, la situation est merdique. On sait très bien à cause de qui. La situation est comme elle est en ce moment en Afrique, partiellement à cause des politiciens africains, mais aussi à cause des puissances coloniales qui font juste perpétuer le cycle. Mais ils vont faire les gens fuir, s'assurer que la situation reste telle qu'elle. En fait, c'est à l'avantage de les pays occidentaux que l'Afrique reste connue. Parce que tant que c'est comme ça, nous, on va continuer à fuir. On va continuer à quitter nos terres. On va venir ici, ils vont nous éduquer, ils vont nous former. Ensuite, on va profiter à qui? À leur économie. Ils nous ont pas éduqués. Moi, j'ai entendu que, genre, dans les universités au Québec, ils ont ramené des Haïtiens, justement, pour les éduquer, genre des Haïtiens comme bien instruits, justement, pour venir enseigner dans les universités québécoises. Mais l'Haïti avait beaucoup ce que je veux dire? Je sais qu'à l'époque de Mobutu, il y avait beaucoup de profs haïtiens au Congo. Ah ouais? Beaucoup. Mon père, il m'a dit, je pense qu'il y en a eu même 2. Souvent, ils avaient des profs haïtiens qui viennent avec un cours de français ou même à l'université ou whatever. Haïti et Congo, ils ont une histoire, vraiment. Ouais, c'est pour ça qu'on est liés quand même. Hein. Oh, ça, je savais vraiment pas ça en plus. OK. Damn! Mais Haïti, en général, comme le but d'Haïti, comme je pense que Dessalines voulait justement que dès qu'un esclave met son pied sur Haïti, il devienne quelqu'un de libre, tu vois. C'est la vision initiale. Ouais, c'était la vision initiale. Peut-être. Exactement. Puis, tu vois, il y a Dessalines qui voulait justement... Je pense que Dessalines avait aidé la Bolivie. Il avait envoyé comme plein d'armes en Bolivie. Comme lui, son but, là, c'était vraiment d'affranchir les esclaves. OK. C'était vraiment ça, le but. Fait Haïti a vraiment une histoire inspirante par rapport à tout ça. Clairement une histoire, là. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, là. Après, ça s'est barré en couille, là, mais... Ouais. Mais still, c'est l'un des peuples, vraiment, vous êtes là. Vous avez vraiment cette fierté, puis c'est vraiment un peuple... Tu vois, les Haïtiens, pour moi, c'est vraiment... Ils vont partout, mais ils vont savoir vraiment se débrouiller, puis arriver à faire quelque chose, produire quelque chose vraiment de constructif et tout. Tu vois, beaucoup d'Haïtiens ici, ils vivent bien, là. Comme j'en vois plein, ils ont leur maison et tout. C'est fou, comme... C'est un exemple quand même qu'il faut prendre, fait que c'est clair que c'est ça. Puis dans le fond, pour terminer, je voudrais avoir votre avis sur le N-word. On en a assez parlé, là, mais comme... Je sais que comme même sûrement avant de venir ici, on était comme yeah, my N-word. Mais comme c'est pas hypocrite un peu d'utiliser ça. Puis justement, moi je plains pas les gens, les non-noirs quand ils viennent nous dire mais ok, mais vous le dites, mais il me semble que je sais pas, ils ont raison, non, d'un côté.
ils ont raison que nous, on l'utilise et tout. Moi, je pense que la connotation a changé. Je vais revenir avec ça encore. Je suis désolé. Non, ouais. Mais nous, en trahison, on va dire yo neck pam. Tu vois, je veux dire. Fait que moi, je pense que la connotation entre nous, tu vois, ça a tué, là. Ouais, ça a changé, là. Moi, je sais pas, mais ben, en tout cas, moi, je sais pas. Moi, j'aime pas trop me prononcer là-dessus, là. C'est un peu, genre, c'est délicat un peu, là. Je comprends ceux qui disent qu'on devrait l'enlever de notre vocabulaire, you know. Comme j'ai chaque argument se tient. En même temps, je comprends aussi que, en fait, je pense pas que ils sont placés pour nous dire comment l'utiliser, si on a le droit de l'utiliser ou pas. Ça, c'est un débat entre nous, pour moi. C'est sûr que si t'es pas noir, c'est pas un mot qui devrait être dans ta bouche. Moi, j'ai des amis qui soient latinos, qui soient arabes, qui soient peu importe, ils savent. Donc, c'est pas quelque chose qui slide avec moi. Tu comprends? Mais... Sinon, il va les cogner. Non, mais en même temps, il faut que tu te poses la question comme... Moi, je connais Huguens, tu vois. Peut-être on est là en train de parler, je suis comme, ah, yo, t'es cave, bro. Est-ce que tu as laissé n'importe qui te dire, yo, t'es cave? Ouais. Yo, c'est pareil avec les filles. C'est comme, tu connais pas la fille, puis là, tu l'appelles, yo, baby. Tu vois, comme ça, c'est ça. Tu connais pas la personne, tu vois, je veux dire. C'est osé, ça. C'est un peu la même chose. Les filles, même parfois, tu vois, elles vont s'appeler entre elles, je sais pas si on peut casser dans ton podcast, mais elles vont dire, bitch. Mais entre elles, c'est amical, tu vois. C'est chill. Mais est-ce que tu as pull-up devant n'importe quelle fille, tu comprends, t'es malade. Non, t'es fou. T'es malade. C'est des trucs comme ça. C'est juste, it's simple. It's quick maths. It's 1 + 1. Don't say it. Don't tell me what I should. Comme, vous nous avez dit quoi faire pendant assez longtemps, là. Laissez-nous comme si décider pour nos propres têtes. On est majeur, on est vacciné, on est adulte, on est humain. Damn. On décide. Mais c'est ça, parce que moi, c'est pas un mot que j'aime utiliser, mais tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est sûr, je vais l'utiliser il y a des chansons et tout, mais tu sais, exemple, un noir te dit, moi, on m'appelle pas comme ça. Tu vas pas commencer à dire non, je t'applique comme ça. Non, c'est ça, c'est clair. Autant que t'es noir, tu vois, si tu es capable de comprendre si un autre noir veut pas. Exactement. Ouais. Fait que je pense que c'était vraiment juste pour un peu revenir là-dessus. Mais écoute, je pense qu'on a fait le tour. Puis écoutez, guys, ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir. Je savais qu'on allait avoir un gros débat chaud. Puis écoute, j'espère que je vais pouvoir trouver les ressources par rapport à l'histoire d'Haïti puis l'histoire justement du Congo, parce que c'est quelque chose que j'ai cherché partout pour de vrai. Je sais pas s'il y a sur Amazon peut-être. Je peux t'envoyer, j'ai des bons livres pour toi. OK. Il y a beaucoup de gars maintenant, comme on a parlé de ça au début avant, en 2021, tout le monde s'éduque, il y a des chaînes sur YouTube. Des gars, et puis c'est pas seulement des gars qui vont shoot des informations random, ils vont back leur faire avec des sources, parce que moi je pense que c'est un truc qu'on prend pas assez en considération, c'est les sources. Exact. Genre que tu regardes d'où ça vient, d'où il sort cette stat, d'où il sort cette info, et puis tout est vérifiable, tout est applicable. Éduquez-vous, guys. C'est tout. Éduquez-vous, tout est gratuit. C'est tout, guys. L'éducation, c'est gratuit, puis c'est le knowledge qui est de key, you know what I'm saying? So, écoutez, guys, encore une fois, merci Huguens, merci Rudy. Écoutez, on va mettre toutes les informations dans la description et tout, que les gens aillent voir qui vous êtes exactement et tout. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion sûrement pour un autre sujet de se parler avec beaucoup plus de détails et tout. Donc, écoutez, gros shout-out à Kiki Vous Aime, production par Kiari, qui nous a permis de faire ce podcast-là. Et puis, c'est ça, guys. Écoutez, abonnez-vous, suivez-nous. Et puis, merci de nous avoir suivis. C'était Simon de Mike. On se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Why So Oblivious Podcast. Peace out. Peace.